Alors maintenant, sur l'après 45, justement, d'ailleurs de Romiko pour la captation. C'est une période peu connue avant la déclaration de Schuman. On va entendre Alexandre Giaconet, qui est professeur d'histoire à l'Université de Bologne, qui est un auteur bien connu, alors chez nous, de l'histoire de la construction européenne, avec notamment cet ouvrage fondamental écrit avec Bino Olivi. Et puis aussi, tu as toute une carrière d'historien de l'Italie, histoire politique italienne, qui te caractérise. Voilà, tu as la parole pour 20 minutes. Tu peux aller de servir, pas ici. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, bonjour, merci aux organisateurs de ce colloque. Comme il a été dit en introduction, les noms de Jean Monnet et de Robert Schuman sont liés de manière presque indissociable par la déclaration du 9 mai 1950. Il est devenu courant de se référer à une pensée des pères fondateurs, comme si Monnet et Schuman étaient interchangeables. Or, dans cette contribution, je me pencherai sur ceux qui précèdent la déclaration Schuman. Je vais faire semblant comme si le 9 mai 1950 n'avait pas existé. Que resterait-il des rapports entre Monnet et Schuman? Et cela se heurte à deux types de difficultés. On pourrait penser que la connaissance entre Monnet et Schuman était ancienne. Finalement, Monnet a rencontré dans l'après-guerre et Alger la plupart des responsables politiques français. Or, il n'en est rien. La rencontre avec Schuman, ça sera mon point, est assez tardive. Deuxième point, l'histoire des interactions entre Schuman et Monnet s'intègre dans une histoire qui est bien connue, l'histoire du plan et l'histoire de la reconstruction de la France. Une histoire qui a été bien traitée par Jean Bouvier, Michel Margueraz, Philippe Mioche, récemment, pendant toute sa carrière par Gérard Bossuat et encore récemment avec beaucoup de détails. Or, dans cette histoire qui est bien connue, les interactions entre Monnet et Schuman, des rapports personnels, apparaissent assez peu souvent. Et en fait, notre source principale est encore le recueil des lettres, la correspondance Monnet-Schuman, qui a été publiée il y a déjà longtemps par la Fondation de Lausanne. Et on sera étonné d'apprendre qu'entre 1947 et 1949, dans l'avant 1950, il n'y a finalement que 7 lettres entre Robert Schuman et Jean Monnet. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule, comme vous le verrez, très courte, de Robert Schuman. Bref, pour étudier cette relation, il faut surtout se reposer, s'appuyer sur un certain nombre de témoignages des collaborateurs et des uns et des autres. Cette communication va suivre les fonctions successives de Robert Schuman. Monnet, ça pose pas de souci car il est commissaire au plan à partir du 3 janvier 1946 jusqu'en 1952, mais je vais m'arrêter à l'année 1949. Les fonctions successives de Schuman, je les ai détaillées ici, il faut s'y référer. Il est successivement ministre des Finances dans 3 gouvernements, président du Conseil et en fait, finalement, ministre des Affaires étrangères. Alors, premier point, une rencontre assez tardive et des rapports compliqués. Nous sommes renseignés sur la première rencontre Monnet-Schuman grâce au témoignage génial publié par Paul Delouvrier dans les témoignages en l'honneur de Jean Monnet. C'est un texte que probablement vous connaissez, mais que je vais quand même vous détailler. Et en fait, cette première rencontre se passe d'ailleurs sur un malentendu. C'est-à-dire, en juin 1946, Georges Bidault est investi, il est appelé à former le nouveau gouvernement. Et d'après les bruits de couloir, le nouveau ministre des Finances s'appellerait Maurice Schuman. C'est le Schuman avec les 2 N. Et alors, l'équipe de Jean Monnet se précipite, comme elle le faisait habituellement, pour essayer de faire passer des notes au nouveau ministre des Finances. Et Monnet envoie Paul Delouvrier chercher Maurice Schuman et lui remettre la note. Et en fait, Paul Delouvrier se rend au Palais Bourbon et il tombe au restaurant sur un type qui était tout seul, Robert Schuman. Et Delouvrier lui dit « Je cherche Maurice Schuman ». Et Robert Schuman, avec un solenne, dit « Écoutez, si je peux vous dépanner, vous pouvez me remettre la note, etc. » Ce qui est fait. Manque de peau, le lendemain, on apprend les nouvelles et on découvre que c'est donc Robert Schuman qui est devenu ministre des Finances. Et ce qui met quand même Monnet dans une position un peu inconfortable. Et donc, pour rattraper la gaffe, on décide de l'inviter aussitôt déjeuner rue de Martignac, donc au plan. Et c'est donc la première rencontre, et si mes calculs sont corrects, mais il n'y a pas moyen de vérifier, ça serait donc le 25 juin 1946 que Monnet et Schuman se rencontrent pour la première fois. C'est d'ailleurs une journée où il fait un temps chaud et orageux. L'équipe de Monnet, Marjolin, Delouvrier, Hirsch, etc. ont décidé de tomber leurs vestes, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et Monnet a même décidé de prendre une douche. Et la première rencontre entre les 2 futurs pères de l'Europe se passe d'une manière
assez incroyable parce que Monet, je reprends ici le récit de Col de l'Ouvrier, on sonne, le concierge se précipite, Robert Schumann s'encadre dans la porte, veste noire, gilet noir, pantalon noir, col dur, un Schumann très rigoureux, et finalement, Monet est en train de prendre une douche et se présente donc en peignoir. Donc voilà la première rencontre entre les deux pères de l'Europe. Pendant ce temps-là, Monet insiste pour que Schumann enlève au moins sa veste et son col dur, et Schumann ne veut pas, et Monet insiste encore. Et Robert Schumann finit par avouer que, en fait, il ne veut pas enlever sa veste parce que sa gouvernante Marie l'oblige à porter des bretelles rouges. Et finalement, au bout du compte, Schumann sort sa veste, et donc voilà la première rencontre entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Car Monet, qui est un homme concret, qui arrive tout de suite au point, dit « Je vous félicite d'avoir accepté la rue de Rivoli. Vous aurez de grandes difficultés. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Mais il faut d'abord que je vous dise une chose importante. » Et Schumann dit « Mais qu'est-ce que vous avez donc à me dire ?»« Eh bien, monsieur Schumann, vous avez l'air honnête. » Et Schumann dit « Mais écoutez, j'ai seulement l'air honnête. » René dit « Non, vous savez très bien. Tout le monde sait que vous êtes honnête. Mais en fait, ce n'est pas ça qui compte. Vous avez l'air honnête. Et pour les mesures que vous devrez faire passer en tant que ministre des Finances, c'est important pour faire passer un message que vous ayez cet air si honnête. » Alors, cette première rencontre, donc tardive, pourrait laisser penser à des rapports assez faciles dans les mois suivants. En fait, il n'en est rien. Car la période où Schumann est ministre des Finances est en fait marquée par des rapports assez conflictuels et assez rapidement avec l'équipe de Monet. Alors, ce n'est pas le fait d'ailleurs de Schumann lui-même, mais plutôt de l'entourage des finances. Alors, Robert Schumann est un ministre des Finances qui laisse assez libre son administration, qui est assez respectueux. Ce n'est pas un ministre très interventionniste. Et en fait, l'homme fort, rue de Rivoli, c'est son directeur de cabinet, à savoir François Bloch-Léné. François Bloch-Léné, qui est arrivé donc, qui prend la tête du cabinet de Schumann en juin 1946, et c'est surtout avec Bloch-Léné que Monet a donc des rapports personnels. Des rapports qui ne sont pas simples. J'ai eu l'occasion d'interviewer Bloch-Léné en 1999. Il m'avait livré la phrase suivante, c'est-à-dire que j'avais demandé de comparer un peu les méthodes des uns et des autres. Et Bloch-Léné m'avait dit qu'il s'entendait bien avec Schumann, mais je ne suis pas sûr que j'aurais accepté d'être son subordonné. Travailler avec Robert Schumann, homme de grande modestie, était beaucoup plus simple. Et en fait, il y a un conflit qui naît à peu près tout de suite entre Monet et Bloch-Léné, et donc l'administration de Schumann, et ça concerne en fait la gestion du plan. L'idée de Monet, qui a présenté son premier plan à la fin de 1946, après avoir réuni, comme vous le savez, toutes les commissions, réunions patronat et syndicats, c'est d'avoir des moyens d'action pour financer les 6 secteurs prioritaires de la reconstruction. Monet souhaite que le plan soit financé par une caisse autonome. Et en fait, ça, il est hors de question du côté de l'administration des finances. Et en fait, Bloch-Léné va quitter le cabinet de Schumann pour devenir directeur du Trésor, en fait, le 12 mai 1947. Et il sera remplacé, en fait, par Bernard Clapier. Là aussi, je cite quelques mots de son témoignage. Les rapports avec les finances n'étaient pas toujours faciles. Conflits d'attribution, heurts entre fortes personnalités compliquaient les relations quotidiennes. En outre, les méthodes de travail de Jean Monnet, fondées sur l'empirisme et le contact de personnes, cadraient difficilement avec la rigueur et le formalisme de l'administration. Homme de dialogue, Robert Schumann avait le souci de rétablir l'harmonie. Et en fait, ce n'est peut-être pas un hasard que la première lettre que Monet adresse à Schumann est datée du 12 mai 1947. Et comme par hasard, c'est le jour où Bloch-Léné quitte le cabinet de Schumann pour aller au Trésor. Et dans cette lettre, Monet écrit à Schumann en disant que l'expérience des derniers mois a montré que les méthodes de financement des activités de base ne garantissent pas un financement sûr et continu. Donc, il repart à l'attaque, comme il le faisait souvent, pour que le plan dispose de sa propre caisse. Commentaire des finances, quelques jours plus tard, il est certain que la création d'une caisse spécialisée pour le financement des activités de base ne résout qu'imparfaitement et très temporairement le problème qui préoccupe le commissaire général au plan. Pardonnez-moi pour la répétition. Bref, c'est niette de la part des finances et ce problème va se poser pendant quelques mois. Alors, entre-temps, c'est vrai, il y a eu l'annonce du plan Marshall
mais le plan Marshall n'est pas immédiatement opérationnel. Ce qui fait que dans la deuxième partie de l'année 1947, Monnet se rend souvent aux États-Unis. Tout cela est bien détaillé dans le récent livre de Gérard Bossuat, je ne reviens pas dessus. Mais cela, encore une fois, inquiète les finances. Et en fait, il y a un petit accrochage là aussi entre le directeur des finances extérieures, M. Guindet, Guillaume Guindet, qui travaille avec Schuman, qui va en fait écrire et accuser même Monnet d'avoir tenu des propos qu'il ne tient pas avec le secrétaire d'État Herter. De manière sous-jacente, on craint que Monnet soit un peu trop proche des positions des communistes. Les communistes ont quitté le gouvernement en 1947, mais la CGT ne s'est pas encore scindée en deux. Et Monnet tient beaucoup à la présence des communistes, notamment pour approuver le plan. Or, vous savez que la fin de l'année 1947 est compliquée, et notamment marquée par des grèves d'un caractère presque insurrectionnel. Et à la suite de cet accrochage, c'est la seule lettre de Schuman à Monnet de cette période. Vous verrez, elle est très courte. Cher Monsieur Monnet, je vous communique une copie de la réponse de Monsieur Guindet. Cordialement vôtre, Schuman. 2 lignes. C'est quand même un moment important parce que si Schuman n'avait pas joué avec franc jeu en disant à Monnet ce que son administration pensait de lui, cela aurait pu avoir peut-être une influence sur la suite. Finalement, les relations seront assez positives. J'en viens donc rapidement à la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est Schuman, président du Conseil, du 24 novembre 1947 au 19 juillet 1948. C'est peut-être la phase la plus importante des relations entre Monnet et Schuman dans l'après-guerre. Pourquoi? Car on peut dire que le programme du gouvernement Schuman a été en quelque sorte préparé par une interaction des équipes de Monnet et de Schuman lui-même. Souvent, c'est Paul Delouvrier avec Pierre Uri qui est arrivé au plan en fait début 1947. C'est ces 2 hommes qui rédigent les déclarations d'investiture des présidents du Conseil, et celle de Schuman n'échappe pas à la règle. Mais on sait aussi que, bien sûr, cette déclaration d'investiture a été revue par les personnages qui sont au cabinet de Schuman, notamment par Bernard Clapier et par Jean Guyot, et que le programme de Schuman a été également revu par le Trésor et donc par Bloch-Léné. Et c'est un moment important parce que toute cette querelle qui a eu lieu dans les mois précédents sur la gestion de la caisse du plan va être en quelque sorte résolue. Quand Schuman présente son programme de gouvernement, d'ailleurs, c'est un moment pénible, car vous savez que Schuman s'exprime très mal à l'oral, avec son accent allemand, et Jean Guyot racontait depuis les tribunes qu'il tremblait pour lui. Et en fait, le pire encore, c'est quand quand Schuman arrête de lire son texte et qu'il doit essuyer le feu en fait de l'opposition, en particulier des communistes. Duclos est très dur à l'égard de Schuman. Schuman s'en sort assez mal, mais en fait, comme l'attaque de Duclos est très dure, cela va en quelque sorte renforcer la majorité et finalement, Schuman sera investi. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines suivantes? Car les choses vont très très vite. Premièrement, le programme qui avait été préparé notamment par Pierre Uri à la fin de l'année 1947 pour lutter contre l'inflation galopante à cette époque, va être appliqué par le gouvernement Schuman, et c'est la première fois que Jean Monnet parle de Schuman dans ses mémoires. Alors, je ne sais pas si cela a jamais été relevé. Ça, c'est la première mention de Schuman dans les mémoires de Monnet, dans la édition 2122. Cela n'a peut-être pas été relevé, mais en fait, il y a une erreur dans les mémoires de Schuman. C'est la première fois, et Monnet écrit, dans les mémoires de Monnet, Monnet écrit « René Médière à la tête du gouvernement et Robert Schuman aux finances ont eu une action courageuse ». Je résume. En fait, quand François Fontaine écrit les mémoires de Monnet, il n'y a pas Wikipédia, aujourd'hui ce serait très simple de vérifier. En fait, c'est une erreur, car René Médière n'est évidemment pas chef de gouvernement, il le sera seulement en 1953, et c'est Schuman qui est président du Conseil. Donc, première faute, et surtout, Monnet semble attribuer surtout à René Médière cette action courageuse de rétablissement des finances publiques. En fait, cela se passe de la manière suivante. C'est un membre de l'équipe de Monnet, Paul Delouvrier, qui va donc quitter le plan pour devenir directeur de cabinet de René Médière, et c'est lui qui va faire passer ces mesures qui sont connues, que je ne détaille pas. C'est donc le prélèvement exceptionnel, un emprunt libératoire, une dévaluation du franc.
Et à la demande des socialistes, il y a également le retrait des billets de 5 000 francs. Une opération très compliquée sur le plan technique. Même le président Auriol n'est pas au courant de ce retrait des billets de 5 000 francs, ce qui va faire jaser donc à l'Élysée. En tout cas, l'opération est un succès et le plan de stabilisation réussit, et donc l'inflation va tomber de manière tout à fait considérable au cours de l'année 1948. Deuxième aspect important, c'est que ce que Monnet va faire aux États-Unis pour essayer de faire en sorte que le rationnement s'améliore en France. On a une époque où les récoltes de l'année 47 ont été très mauvaises et la soudure entre les récoltes de 47 et 48 sont difficiles. L'action de Monnet est très importante aux États-Unis et c'est notamment cette lettre très émouvante. Comme on manquait de pain en France, au Conseil des ministres, il y avait la limite des 200 grammes par Français par jour. Et il a même été envisagé en Conseil des ministres de créer une sorte de farine en partant des pommes de terre pour essayer de créer du pain. On parle de ça, en fait, dans les premiers mois de 48. Monnet se trouve alors aux États-Unis. Il écrit cette lettre importante de Washington le 18 avril 48. Nos affaires pour le blé ont bien marché. Nous avons obtenu des tonnes supplémentaires. Et, pardonnez-moi, le 7 mai 48, il peut confirmer à Schuman, la soudure est maintenant assurée. La possibilité d'augmenter la ration à 200 grammes, 150 grammes par jour s'offre à nous. Le fait d'avoir 50 grammes de pain par jour est donc le grand succès de cette époque. Donc vous voyez deux hommes sur la même longueur d'onde. On va dire la porte principale est finalement à cette période de nourrir la France. Alors, j'en passe rapidement maintenant à la troisième phase, qui est la phase finale, la période où Schuman passe donc au Quai d'Orsay. Alors, son gouvernement tombe en fin juin 1948. Il y aura d'ailleurs, je cite au passage, un très bref et éphémère gouvernement Schuman II, un gouvernement qui ne dure que 7 jours, parce qu'en fait, il tombe dès son investiture 2 jours après. Un petit détail pas souvent cité, Auriol avait suggéré à Schuman de prendre Monnet comme ministre de l'économie. Donc c'est une suggestion que Schuman ne retient pas. De toute façon, son gouvernement il ne va pas voir le jour. Mais en tout cas, on aurait pu éventuellement avoir un gouvernement Schuman avec Monnet ministre. J'en viens donc à la phase finale. Donc c'est la période où Robert Schuman est au Quai d'Orsay. C'est la phase, bien sûr, fondamentale de cette période, car c'est à cette époque que sont mis en place le Conseil de l'Europe, l'Alliance Atlantique, l'Autorité internationale de la Ruhr, et avec beaucoup de réticence de la part de Schuman, qu'on assiste à un retour à la souveraineté pour l'Allemagne de l'Ouest. Or, ce qui m'a frappé de cette période, c'est que Monnet et Schuman, bien évidemment, sont d'accord sur la plupart de ces objectifs, mais on ne trouve presque pas d'interaction pendant cette période. Il y a une politique allemande de Schuman très affirmée. On voit dans le journal du septennat d'Auriol qu'on en parle de manière à peu près continue, alors que pendant ce temps-là, Monnet ne s'occupe absolument pas d'Allemagne. Ses collaborateurs disent qu'à l'époque, l'Allemagne était peut-être une préoccupation sous-jacente, mais elle n'est pas exprimée. En revanche, le tropisme de Monnet à ce moment-là est plutôt dirigé vers l'Angleterre. Vous le savez bien, il y a l'entrevue Monnet-Plauden qui a lieu en avril 1949 à Oujaré, en présence des collaborateurs des uns et des autres, Hirsch et Uri du côté de Monnet. Il est tout à fait symptomatique que ni au Conseil des ministres, ni dans les papiers du Quai d'Orsay, on ne trouve pas la moindre allusion de la part de Schuman aux entretiens Monnet-Plauden. C'est quelque chose qui est complètement inexistant. Donc, on ne sait même pas ce que Schuman en a pensé. Et en fait, il en va de même aussi pour les autres initiatives qui sont prises à ce moment-là. Vous savez que le 26 mars 1949 est signé à l'initiative de Schuman et de Storza l'union douanière franco-italienne, qui ensuite sera étendue au pays du Benelux à la fin de l'année. On pourrait penser que Monnet est tout à fait favorable à ces projets d'union douanière. En fait, Monnet est complètement absent de ces négociations et il écrira dans ses mémoires « Les tentatives faites en ce sens n'avaient pas de consistance et je ne m'y intéressais que de loin. » Vous savez que ce projet de faire un premier marché commun dont le nom officiel c'est Union économique européenne, mais
qui va être coulé par l'affreux acronyme de Fritalux, parce qu'on a voulu mettre France-Ital et le Benelux. Finalement, c'est quelque chose qui ne marche pas, auquel Monet ne croit pas. Et Jean Guyot lui-même, qui a suivi Schuman au Quai d'Orsay, se souvient avoir adressé une note au ministre pour dire que ce projet ne tenait pas debout. Donc, pour toute la période où Schuman est au Quai d'Orsay, on n'a qu'une seule lettre de Monet à Schuman, une lettre d'ailleurs circulaire qui ne s'adresse pas exactement à lui. Donc, c'est une période qu'il faudra approfondir, mais sur laquelle je n'ai pas trouvé grand-chose. Pendant ce temps, et je vais conclure par cela, Schuman s'est englué dans la question de la Sarre. Schuman souhaite que la Sarre adhère au Conseil de l'Europe en même temps que l'Allemagne. C'est bien entendu quelque chose que Adenauer ne peut pas accepter. Et en janvier 1950, la visite de Schuman à Bonn se déroule dans une atmosphère glaciale. Monet écrira dans ses mémoires que c'est le moment décisif et d'après le témoignage de Clapier, il y a beaucoup de rencontres également au plan. Vous avez ici la salle à manger du plan, vous reconnaissez ici Hirsch, Uri, Monet et Jean Rupert. Schuman se rend fréquemment rue de Martignac, mais on n'a pas de trace de ce que Monet et Schuman se sont dit à ce moment-là. Bien entendu, la phase suivante sera évidemment comment résoudre la question de la Sarre, et ce sera évidemment l'étape suivante de l'entente entre Monet et Schuman, à savoir la déclaration Schuman. Merci beaucoup. Merci, Henri Claude.